Morning Business, le débrief de la matinale. Ça fait du coup, Le débrief de la matinale, Emmanuel. de redescendre un peu. Oui, vous êtes là, Emmanuel Le Chypre. Il y a aussi Wilfried Galland et Éric Delannoy avec nous pour débriefer la matinale. Et donc, ce rassemblement national qui édulcore l'ensemble de ces mesures. Effectivement, vendredi, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a déjà sur les questions du marché européen de l'électricité, la France qui devait en sortir dans le programme du Rassemblement national. Ça, c'est exit. On ne parle plus désormais qu'un plafonnement des prix. Un parti d'extrême droite, version aseptisée. Ça plaît au milieu économique, Wilfried? Bien sûr. En fait, c'est toujours pareil, ça plaît en relatif. C'est-à-dire les milieux économiques, ce qu'ils aiment, c'est la stabilité, l'ouverture, le côté pro-business, pas trop de taxes. Ça, dans les partis qui ont une chance d'accéder au pouvoir, c'est pas trop l'offre qu'on leur propose. Alors après, c'est le choix entre l'acceptable et le détestable. Et effectivement, quand on voit les retours arrière sur un certain nombre d'éléments qui étaient quand même des éléments très repoussoirs du Rassemblement national, les milieux économiques se disent, on peut probablement, en plus, comme il y a eu une alliance avec des LR qu'on connaît bien, il y aura peut-être un côté... C'est des gens sérieux. Voilà, finalement, ça peut correctement se passer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils apprécient ce programme-là. Ça ne veut pas du tout dire ça. Oui et non, parce que Caroline Morisseau interrogeait quand même les patrons de TPE, PME. Les TPE, PME, c'est différent. Notamment dans le discours de la simplification, du fait de ne pas avoir été entendu pendant des années, puis il n'y en a que pour la French Tech. Et puis ce discours du Rassemblement national des petits contre les gros qu'on va enfin entendre. Éric Delannoy, ça fonctionne. Et à juste titre, c'est les gens qui ne se sentent pas entendus. Alors, ne pas se sentir entendu, c'est le mantra permanent des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron semble avoir échoué dans sa politique, a échoué dans sa politique globale, pas politique économique, il faut vraiment faire la distinction. Maintenant, il est extrêmement clair, on l'a déjà souvent dit ici, qu'on constate depuis plusieurs années une polarisation de l'entrepreneuriat en France, avec des grandes entreprises qui se comportent très bien et qui gagnent énormément d'argent, et des PME qui sont à la peine. Je rappelle que moins de 60% des PME aujourd'hui sont rentables, alors que plus de 80% des grandes entreprises augmentent leurs bénéfices. C'est pas qu'on augmentent leurs bénéfices. Donc on a vraiment deux mondes. On a aussi une fracture dans l'entrepreneuriat. Et cette fracture dans l'entrepreneuriat, c'est un manque d'expression. Mais c'est aussi, effectivement, Emmanuel le disait tout à l'heure, c'est le fait que les artisans, les commerçants, les TPE sont au fait des réalités territoriales qui sont pas très jolies à voir quand il y a des cassages de vitrines, que ce soit les antifas ou les fascistes. Dans tous les cas, le désordre Donc le discours sécuritaire, ça marche. C'est les relents du poujadisme. C'est comme ça que le poujadisme était né à une époque. Donc il y a ce ferment-là. Et quand on a une complaisance supplémentaire de l'ensemble des patrons qui pensent qu'ils vont pouvoir diriger la politique économique du RN, ils n'ont pas d'économistes, le RN. Ils en ont peut-être, mais il faut qu'ils nous disent qui, parce que pour l'instant, n'empêche qu'on constate simplement qu'ils multiplient les consultations. On se fait des gorges-choses, des déjeuners avec Proglio, avec des gens qui ont quand même pignon sur rue. Donc, on sent qu'il y a une recherche de respectabilité économique qui n'est pas forcément le fait qu'on édulcore la politique, mais qu'il y a peut-être un agenda caché qu'on ne connaît pas, ce qui est peut-être bien pire en fait. Mais moi, ma conviction, c'est que le danger du RN n'est pas sur l'économie, le danger du RN est sur le social. Le danger de LFI n'est pas sur le social, le danger de LFI est sur l'économique. Et on se trouve devant un étau dans lequel c'est la politique du pire dans des champs différents. Et c'est ça qui est terrible. Emmanuel. C'est vrai que si on résume l'opinion des patrons, Emmanuel Macron, c'est rassurant. Le RN, c'est embêtant, et LFI, c'est extrêmement inquiétant. Et effectivement, on est dans un pays où il y a ce vrai problème de répartition de la valeur, en fait. Et c'est là où on se trompe lourdement. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce débat un peu marxiste, répartition de la valeur entre salariés et entreprises, mais la réalité, elle n'est pas là. Le problème fondamental français, c'est la répartition de la valeur entre les grandes et les petites entreprises. Il y a des courbes qui sont assez intéressantes à regarder. Si vous regardez en Allemagne, par exemple, en fonction de la situation économique, quand vous regardez le taux de marge des entreprises et celui des PME, c'est deux courbes qui évoluent finalement de façon assez identique. Et quand vous regardez en France, vous avez la courbe des grosses boîtes qui est quasiment une droite, et c'est les PME qui amortissent violemment le choc. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce problème, et ça c'est lié au fait que compte tenu de notre système fiscal, de notre système réglementaire et de nos excès délirants dans tous ces domaines, nous n'avons pas les fameuses
fameuses entreprises de taille intermédiaire qui font la courroie de transmission. C'est-à-dire que quand vous avez des très grands groupes qui se retrouvent confrontés à des petites entreprises, c'est sûr que le pouvoir de négociation, il est faible. Et puis le petit artisan, le petit commerçant, enfin, pour le dire de façon extrêmement caricaturale, le petit commerçant, si vous voulez, vous lui dites, bon, le RN, c'est des taux d'intérêt plus élevés, mais c'est des risques moins importants qu'on ne casse ta vitrine. Globalement, le petit commerçant, on comprend qu'il soit tenté aussi par ce vote-là. Donc oui, et puis les économistes, alors effectivement, il y a eu plus d'économistes au RN qu'il y en a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'était possible de contacter des gens, de les faire venir sur des plateaux. Je pense qu'il y a pour la campagne présidentielle. Donc vous n'en connaissez pas non plus des économistes. Il y avait des gens comme Philippe Murer, il y avait Bernard Monod qui était aussi économiste, banquier, député européen, etc. Ils étaient ouvertement, officiellement, presque, j'ai envie de dire, les économistes du RN. Là, je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'on a un représentant du RN qui vient, que ce soit Xavier Jacobelli, que ce soit Sébastien Chenu, je leur dis, mais vos programmes économiques, vos économies, ça... Alors, oui, t'inquiète pas, on va vous envoyer mais rien. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire qui bâtit la politique économique. Alors par contre, on peut faire la liste de ceux qui sont dans le camp du nouveau Front Populaire et ceux qui sont plutôt dans le camp Macron avec politique de la relance par l'offre, politique de la demande. Ouais. On a toute une liste d'économistes là qui se sont affichés avec le Front Populaire. Ça va d'Esther Duflo à Zuckman, il y en a toute une... Qu'est-ce qu'il y a ? Pas forcément Esther Duflo. Hein. Ah bon, elle a fait un démenti ce matin sur le fait qu'elle n'avait participé à aucun programme. Elle était sur France Culture ce matin, comme tous les lundis matins, et elle n'a participé à aucun programme et elle met en doute les chiffrages. Elle dit que la différence ne doit pas être sur le chiffrage ou le sérieux économique, mais sur le problème des valeurs. Donc Esther Duflo, c'est vraiment une exploitation, une instrumentalisation qui a été faite quand même. Hein. Emmanuel. Sauf qu'elle fait partie quand même de ces économistes. Si vous voulez, en gros, alors je vais caricaturer, mais il y a quand même deux familles d'économistes. Il y a les économistes que j'ai quand même envie de qualifier d'idéologues. C'est-à-dire, en gros, ce sont des économistes qui ont une vision de ce que doit être la société, donc une vision normative de ce que doit être la société, et qui mettent finalement leur science au service de leur vision de la société. C'est ce que Jean-Marc Daniel appelle l'effet Liseco. Ouais. Oui, et puis après, vous avez ce que j'appellerais, mais vous en avez dans les deux camps un peu, et ce que vous avez un peu les économistes ingénieurs, qui sont plutôt ceux qui veulent soulever le capot, regarder comment ça fonctionne et qui expliquent comment ça fonctionne. Et là, effectivement, à gauche, on voit bien qu'on a des économistes. Alors, encore une fois... Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours l'idéologue de l'autre. Mais... Oui, un peu, mais alors c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire, par exemple, dans le camp des économistes de gauche, vous en avez qui sont... reconnus entre guillemets par l'académie, c'est-à-dire qu'en gros des économistes comme Thomas Piketty ou même au niveau international Joseph Stiglitz, etc. Ce sont des gens que ce qu'on pourrait appeler les économistes mainstream comme Jean Tirole considèrent comme leur père. Donc il n'y a pas de mais les autres quoi, ils font de l'économie non, la réalité c'est que quand sous le manteau. Je vais dire très simplement, quand vous poussez la discussion avec Thomas Piketty jusqu'au bout, il vous dit parce qu'en fait la principale objection c'est que ces politiques de la demande, ça fonctionne très bien quand vous êtes dans un univers clos, fermé. Et le problème, il répond comme tous les économistes de gauche. Oui. Ah bah oui, mais le monde n'a qu'à faire comme nous. Et c'est un peu ça la limite de leur raisonnement. C'est-à-dire qu'à cette objection de l'ouverture de nos économies, ils n'ont pas de réponse. Wilfried, ça se tend chez les économistes ? Oui, enfin, ce qui est très amusant, c'est qu'une de celles qui avait poussé la relance de la demande, c'était Janet Yellen à l'époque, en disant, quand elle était à la tête de la Fed, en disant on va créer une économie sous haute pression, avec une augmentation de la demande qui va faire en sorte qu'on va générer plus d'investissements, donc plus de productivité, donc ça va nous permettre d'avoir un marché de l'emploi qui soit totalement débridé. C'est effectivement ce qui s'est passé. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? C'est parce qu'il y avait deux choses. Un, des réglementations qui étaient extrêmement légères, justement pour favoriser justement cet investissement, et deux, des niveaux de taxation qui permettaient d'avoir une incitation à investir pour récupérer après les fruits de ces investissements. Et donc on a créé effectivement une économie très flexible et en même temps avec énormément de demandes, ce qui a permis d'accélérer la productivité. Ça relève d'une approche d'économiste pragmatique. Exactement. C'est un économiste, c'est une économiste qui regarde quel est le problème à un instant T. Là vous dites que c'est des universitaires. Et qui va chercher, pas dans du tout sa boîte à outils des théories économiques, celle qui est la plus adaptée au problème. Là où on voit que ce sont des idéologues, tous les économistes de gauche actuels, c'est qu'en fait, quel que soit le problème, ça fait 40
40 ans qui vous proposent les mêmes solutions, c'est-à-dire plus d'État, plus de redistribution. Mais de l'autre côté aussi, non? Non mais voilà, c'est ça. Le problème, c'est que l'économie n'est pas une science exacte. Ça dépend par où on la regarde en fait. Politique de l'offre, politique allemande, ça marche tous les deux, sauf que ça ne marche pas dans les mêmes contextes. Oui. Donc on peut pas dire qu'il y a la vérité, qu'elle soit quelque part. Moi, je vais peut-être. Si, parce que tu as un diagnostic je vais peut-être être iconoclaste. T'as un diagnostic sur lequel on ne peut être que d'accord. Non, mais on est d'accord. Je suis par exemple atterré que des économistes sérieux ne parlent jamais d'innovation et ne parlent jamais de compétitivité quand on parle de l'inclusion de la France dans le monde. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Je suis très étonné qu'une Julia Cagé, qui est quelqu'un de très sérieux, se dise qu'il faut indexer le SMIC sur l'inflation alors qu'il l'est déjà. Enfin, il y a vraiment des réflexes. Mais moi, je vais invoquer quelque chose d'autre qui est aussi une problématique psychologique. Ce sont des gens qui ne sont pas justement mainstream. Le mot était lâché. Ce sont des gens qui se battent. On les a qualifiés pour beaucoup d'économistes atterrés depuis longtemps pour être reconnus. Pas au niveau universitaire qui est un peu déclassé dans l'intelligence française, mais au niveau des économistes et des politiques. Ils ne sont pas écoutés. Et ne pas être écoutés, là encore, ne pas avoir droit à la parole dans le Vous n'allez pas me dire que Michael Zemmour n'est pas écouté. Ah, mais en tout cas, les économistes atterrés aujourd'hui sont jugés comme des idéologues, des gens qu'on n'écoute pas. Emmanuel Macron ne les a pas écoutés une demi-seconde. Ils ont beaucoup de temps d'antenne quand même. Enfin, non, mais c'est pas parce qu'ils ont un temps d'antenne qu'ils sont écoutés. Au contraire. Bah, c'est mauvais signe pour les médias alors. Tout le monde se dit que quand ils parlent de politique, c'est juste n'importe quoi. Et ils sont tous en train de faire groupe pour revendiquer un programme dont on sait qu'il ne fonctionne pas. Et Cynthia Fleury, elle en a parlé, ça s'appelle le ressentiment. Le ressentiment qui fait qu'on construit des réalités parallèles pour pouvoir exister. Et de mon point de vue, c'est exactement ce qui se passe. Mais à la fin, ça discrédite le discours. Si on est piloté par les économistes du ressentiment, on est mal. Sauf s'ils parlent à des gens qui sont comme eux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir une reconnaissance qu'ils n'ont pas eue parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. Et je pense que ce sentiment de ne pas être écouté, il est vrai dans toutes les classes sociales et dans tous les métiers. Il nous reste 2 minutes. Éric Chanet, dans ces 8 pages que je vous invite à lire, qu'il a rédigées avec Gilles Berset sur les risques économiques et financiers des programmes du NFP et du RN. Pour lui, sa théorie la plus probable, c'est qu'on n'ait pas de gouvernement tout court, pas de majorité, que pendant 1 an, il ne se passe strictement rien et qu'on en finisse avec la BCE qui vient sauver nos entreprises de la faillite et qui nous fait signer le petit papier qui dit qu'il va falloir redresser les comptes du pays et qui nous oblige à un gouvernement technique et à des réformes imposées par la Banque Centrale Européenne. Est-ce que c'est votre scénario, Wilfried ? C'est un des scénarios possibles, effectivement. Ça dépendra. Je pense qu'il y a une énorme incertitude sur l'issue du scrutin. Majorité relative, majorité absolue. Est-ce qu'il y aura une vague? Est-ce qu'il y aura des éléments qui feront barrage? À qui, à quoi? Des triangulaires avec une participation à 64% possible. Tout est possible. Donc on en saura un peu plus, effectivement, malheureusement, d'ici 15 jours. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que les marchés sont de moins en moins patients. Et donc ça peut aller extrêmement vite sur les décalages en termes de coûts de financement de l'économie. Et on voit que lorsque les marchés s'emballent, même un Silvio Berlusconi qui disait les spreads, j'en mange au petit déjeuner, c'était son expression. Ça a mis 2 mois pour qu'il s'arrête. Donc effectivement, il va falloir montrer assez vite patte blanche. Et le scénario, en tout cas d'un gouvernement technique, n'est pas du tout à exclure. Il reste 10 secondes si quelqu'un veut s'exprimer à droite. Non, mais ça, simplement, je pense qu'il y en a beaucoup, comme Jean-Luc Mélenchon, qui ont effectivement intérêt à ce que ça se passe mal et qu'il ne se passe rien pour rafler la mise en 2027. Ça, j'en suis absolument convaincu. Aujourd'hui, il y a aussi l'article 7 de la Constitution dont on ne parle pas beaucoup, l'article 16, qui permettrait au président de la République, si jamais il y a un de prendre les pleins pouvoirs. Et Emmanuel Macron, quand on sait cette espèce de tropisme qu'il a sur je suis un homme d'action et en gros, j'ai un syndrome de toute puissance, on peut se dire que c'est pas un scénario impossible.